de ce webinaire, c'est donc les bétons de chanvre, où et comment et pourquoi les utiliser. Il y aura un deuxième webinaire donc avec Daniel Bayeul, mon confrère, qui vous montrera beaucoup plus de réalisations. Il rentrera plus en détail sur les réalisations. Donc comme ça, moi, ça va me permettre de vous parler un peu plus de la théorie et du matériau. Juste en quelques mots, qui je suis. Je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière en entreprise générale, puis en bureau d'études techniques, construction conventionnelle, et j'ai acheté un vieux corps de ferme. À titre personnel, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais le rénover. Et un de mes collègues qui s'occupait de la thermique m'a dit: ah ben non, 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 surtout ton vieux corps de ferme en pierre de Caen, ne l'isole pas parce que tu vas avoir de la mérule, tu vas emprisonner l'humidité, ou si tu l'isoles, bah, laisse une lame d'air et laisse une entrée d'air en haut à gauche et une entrée d'air en bas à droite. Et je me suis dit, c'est pas simple, j'ai l'impression d'être un pansement sur une jambe de bois. J'ai commencé à fouiller un petit peu et je suis tombé sur l'isolation thermique de Jean-Pierre Oliva. Je pense que pas mal d'entre vous le connaissent, ce livre. Et je me suis rendu compte que malgré mon beau diplôme et mes quelques années d'expérience, en fait, je connaissais pas grand-chose à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu plus, on est un peu plus au courant de ce qui est perspirance, etc. Mais il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à m'y intéresser, on en parlait très peu. Donc voilà, j'avance un peu plus vite. À ce moment-là, j'ai basculé. Je me suis passionné pour le béton de chanvre. Des confrères m'ont mis le pied à l'étrier en permettant d'ouvrir ma structure en Normandie et de venir avec leur machine pour faire le chantier. J'étais Christophe Lubert et Gérard Lenain, pour pas les nommer. On a conçu une machine à projeter ensemble avec d'autres partenaires. Alors, je me suis un peu mal impliqué dans construire en chanvre. Il a fallu au bout de quelques années que je ferme mon entreprise, et j'ai décidé de venir m'installer au Pays Basque, où j'ai travaillé pendant 6 ans au sein de clusters. J'ai décidé il y a un an de revenir un petit peu à la technique et de mettre ingénieur conseiller en construction et rénovation bas carbone. J'ai suffisamment parlé de moi. Rentrons dans le vif du sujet. On va évoquer la filière chanvre. On va faire un panorama très rapide des domaines d'application euh, avant d'y revenir un peu plus loin. Mais avant de rentrer dans les domaines d'application en détail, je souhaitais vous parler des qualités des bétons de chanvre pour que vous puissiez avoir une meilleure idée des raisons pour lesquelles ce matériau était souvent très pertinent. Pas toujours, Benjamin, très souvent. Oui. Benjamin, juste pour information, le PowerPoint n'est pas placé comme je sais que vous avez deux écrans. Je voulais m'assurer Ouais. que vous Il le est... saviez. Ah, En fait, il y a non, pas le non, non, PowerPoint. D'accord. non. Comme vous avez deux écrans, je me suis demandé, mais c'était très très peps hein, Ok. cette présentation sans Euh, PowerPoint, donc il n'y a aucun problème. Là, c'est bon? Voilà, c'est merveilleux. Voilà. On a tout Bon, merveilleux. vous avez juste raté cette belle photo de Mérule et puis le livre de l'isolation écologique et de la conception bioclimatique. Super. À plus Voilà, tard. merci. Donc voilà, donc on va donc parler de la filière chanvre, un rapide panorama. On va parler des qualités des bétons de chanvre et ensuite on va revenir sur les domaines d'application en détail et les modes de mise en œuvre. Peut-être que j'accélérerai sur la partie domaine d'application et mode de mise en œuvre, puisque Daniel y reviendra par ailleurs. Donc la filière, sans rentrer dans les détails, vous vous apercevez qu'en fait la France est leader européen avec enfin plus des deux tiers, plus du tiers des surfaces cultivées. Historiquement, on est un des plus gros producteurs. Il se trouve que pour le béton de chanvre, on est leader mondial en fait. C'est en France qu'ont été faits les premiers bétons de chanvre et que la filière est le mieux organisée. Euh,
au niveau des différentes chanvrières qu'il peut y avoir où on peut trouver le chanvre, vous avez quelques grosses chanvrières et des petites chanvrières en circuit court que vous pouvez voir à différents endroits. On est sur pas loin de 22 000 hectares de cultivés en 2022, avec, ça fait à peu près 141 000 tonnes de paille défibrée par an. C'est pas neutre. Voilà. On est sur un marché qui est en pleine expansion. Pour la petite histoire, moi, quand j'avais créé ma société, c'était en 2009, et j'ai la bonne idée de la créer au moment où ça a tout cassé la gueule, enfin, où sonnait la crise de 2009. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais depuis, vous voyez que, en fait, ça croît très nettement, et on prévoit que les surfaces françaises vont certainement augmenter de 500% aussi dans les prochaines années, à nouveau. Bon, vous aurez le PowerPoint à disposition, enfin le PDF, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que au niveau de la plante chanvre, on est vraiment sur une plante enfin une culture qui est souvent très pertinente, autant d'un point de vue écologique avec une plante qui demande très très peu d'intrants, qui est un excellent puits de carbone et qui est une très bonne tête d'assolement. En début de culture, c'est parfait. Bon, on rentrera sur la partie économique et sociale en parlant effectivement des conforts, de la thermique et du confort et de la santé. Mais voilà, on va rentrer un peu plus en détail sur ces points-là par rapport au béton de chanvre. Donc le chanvre, donc cette plante, en fait, on peut tout utiliser de cette plante. La fibre, qui est la partie qui est autour de la tige, la chènevotte qui est la paille elle-même défibrée, qui représente presque la moitié du poids de la plante, et la fleur ou la graine qui peuvent être utilisées. La fleur soit pour le CBD, la graine pour l'alimentation ou la cosmétique. La chènevotte, jusqu'à l'avènement du béton de chanvre, était principalement utilisée en litière animale ou en paillage. Vous l'avez très certainement vu dans ces conditions-là en paillage. Je ne vais pas détailler la partie utilisation de la fibre dans le bâtiment, mais en fait, on peut parler tout simplement des laines, des laines de chanvre, ou enfin chanvre seul ou chanvre avec d'autres fibres que vous pouvez avoir en plaque ou en vrac. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, parce que là, le sujet qu'on a décidé de traiter, c'est le béton de chanvre. La filière s'est organisée déjà depuis quelques années. Vous voyez, ça fait déjà ça fait 25 ans qu'a été créée l'association Construire en Chanvre. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que les premières règles professionnelles existent. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc une grosse augmentation des investissements ces 2 dernières années sur le sujet du chanvre et de la chènevotte en particulier, avec des unités de défibrage qui sont en train soit d'être modernisées, soit de se développer. Bon, pareil, je passe assez rapidement. C'est un peu le sujet dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a une vraie évolution de la filière, avec des règles professionnelles qui existent donc depuis 2007 et qui sont en cours de réécriture et de validation. Donc les prochaines règles professionnelles devraient pas tarder à arriver. En attendant, les règles actuelles sont toujours en vigueur. Voilà. Certaines personnes ont pu parfois se poser la question. Les règles actuelles sont toujours en vigueur, donc il n'y a pas à se poser la question par rapport à ça. Bon, donc voilà, petit rappel, on est quand même donc effectivement sur un poids de la chènevotte qui est assez important, qui représente un quart de la valeur économique.
Le béton de chanvre, qu'est-ce que c'est? Le béton de chanvre, c'est un mélange de chêne vote en vrac et d'un liant minéral, euh, principalement à base de chaux ou de ciment-pron. Aujourd'hui, c'est principalement les deux liants qui sont utilisés. La chaîne vote donc est défibrée, calibrée. J'y reviendrai un peu plus tard sur la qualité des matériaux et les différents domaines d'application des bétons de chanvre. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle des bétons de chanvre? C'est qu'en fait, sous cette dénomination béton de chanvre, on a tous ces domaines d'application-là avec 4 dosages différents. Je vais aller du plus dosé en liant vers le moins dosé. Le plus dosé en liant, ça va être l'enduit, le mortier de chaux chanvre ou le mortier de chanvre, qui va être appliqué en doublage en enduit épais sur les murs, qui va plus être un correcteur thermique, mais ça, on va y revenir. Euh, un peu moins dosé, c'est les bétons de sol, bétons de chanvre pour le sol. Après, encore un petit peu moins dosé que le béton de chanvre. Seul, il y a le béton de chanvre utilisé pour les murs, on y reviendra, qu'on peut utiliser soit en doublage grâce à la machine à projeter, soit en grande épaisseur, jusqu'à 35-40 cm en une seule passe, mais on y reviendra tout à l'heure. Et plus léger encore, deux fois moins chargé en liant, il y a le mélange toiture qui procure d'excellents résultats, notamment en termes de confort d'hiver et de confort d'été et de confort d'hiver. Mais surtout de confort d'été, c'est vraiment assez bluffant. Et puis il y a l'utilisation de briques de briques de chanvre, de parpaings de béton de chanvre, qui sont principalement, à ma connaissance, quasiment, enfin, je pense qu'ils sont tous réalisés avec du ciment-pron. Si il y a d'autres partenaires qui connaissent, d'autres participants qui connaissent bien le matériau, qui n'hésitent pas à faire du fact-checker, comme on dit. Voilà. Donc les différents domaines d'utilisation. Donc c'est un matériau qui est non porteur et un matériau qui est à caractère isolant. Voilà. On précise ça parce que pour pas que ça soit confondu avec un béton classique. Un béton, c'est un assemblage d'un liant avec un granulat. Là, le granulat, c'est la chaîne vote et le liant, donc c'est notre liant minéral. Un béton conventionnel, bah, c'est un mélange de granulats, de granulats minéraux avec du ciment. Donc là, on est sur un mélange qui est non porteur, qui est autoporteur par contre, pour les mélanges murs, sol et enduit. Et donc, il va avoir des propriétés isolantes, entre autres. Donc, on utilise en mur, sol et toiture, en remplissage, en doublage, pour les dalles et pour les enduits, et puis pour le neuf et pour la rénovation, comme on va le voir un peu plus loin. Voilà quelques exemples de présentation. Donc là, vous voyez qu'il s'agit d'immeubles, ou d'ensembles ou de logements accolés, comme ces logements de Dumont et Legrand. Je ne sais pas si on voit on voit ma souris bouger, je l'espère. Et Oui, voilà, on va rentrer. on la voit, D'accord. Benjamin, on la voit très bien. Ok, très bien. Je vais donc m'arrêter un peu juste sur ces projets avant de passer aux propriétés du matériau. Là, on est sur l'image de gauche et l'image de droite, c'est le même bâtiment avec c'était dans une dent creuse dans une dent creuse à Paris dans le 18e, et le bâtiment a été conçu donc par l'agence d'architecture North by Northwest avec notre collègue Laurent Mouly de LM Ingénieur pour l'ingénierie. On est sur une ossature métallique
avec une contre-ossature bois et remplissage en béton de chanvre. Donc là, finition enduite, finition bardée. Là, Dumont-Legrand, architecte, encore LM ingénieur pour l'ingénierie. Là, bon, on y reviendra on y reviendra tout à l'heure, mais celle-là, il y a, comme celle d'avant d'ailleurs, il y a aussi du béton de chanvre en toiture. Là, c'est un vieux corps de ferme à Champs-sur-Marne, qui est devenu la maison des étudiants de l'université de Marne-la-Vallée, avec donc les architectes Bellus et Enoch, avec un doublage en 10 à 15 cm d'épaisseur, puisque les murs n'étant pas droits, on les a redressés un petit peu en faisant varier l'épaisseur. Pardon, excusez-moi. Et en bas, Pascal Bas, architecte, qui a fait l'Arche des Petites Bêtes à Thoiry. On y reviendra, mais ce bâtiment-là fait à peu près la tête d'un gymnase. Il y a 600 mètres carrés il y a 100 mètres linéaires de murs sur 6 mètres de hauteur, et les murs sont courbes et bombés. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de matériaux qui auraient pu permettre de faire ça de façon si évidente, en fait. On y reviendra plus en détail. Je tenais quand même à vous montrer qu'il n'y a pas que les grands bâtiments qui peuvent être réalisés. On peut aussi avoir, même si là on est quand même sur des bâtiments qui sont des logements qui sont assez exceptionnels, soit sur des colombages. Là, vous voyez qu'il y a du béton de chanvre derrière ce bardage et derrière ce colombage, avec une continuité du matériau qui est possible justement grâce au béton de chanvre. Et là, pareil, on a du béton de chanvre derrière, c'est une maison de logement des architectes Barrault-Pressaco. Le bâtiment qui est en haut à droite, c'est un bâtiment qui a été réalisé en préfa. Donc des éléments préfa béton de chanvre, donc par Koutev Architecture, ont aussi travaillé sur ce projet, et beaucoup travaillé sur ce projet pour la partie béton de chanvre, nos camarades de Cagnard Architecture. Voilà, Quentin et Margot ont travaillé sur ce projet. Donc, construire en chanvre, c'est possible aujourd'hui grâce aussi aux règles professionnelles. Donc, vous avez 4 brochures qui sont encore valables. C'est ces brochures qui est une technique courante. Puisque, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, vous l'avez peut-être vu à d'autres occasions. En fait, quand on a des règles professionnelles qui ont été acceptées par la C2P, comme c'est le cas, on est en technique courante. Donc, à partir du moment où on respecte ces règles professionnelles, on peut construire en béton de chanvre au même titre que on construirait si c'était un DTU. Voilà, tout simplement. Vous voyez, on est dans la même fibre, dans la même case. Donc, comment est-ce qu'on peut construire en béton de chanvre utiliser un couple liant granulat qui soit validé, qui était proposé par les industriels et quelque part justifié, assuré par les industriels et validé. Et puis respecter les règles professionnelles comme on respecterait donc un DTU. Et pour cela, avoir suivi une formation, en particulier au niveau des applicateurs, pour que, une fois qu'on a réalisé cette formation, on puisse aller voir son assureur et lui demander à être assuré pour le béton de chanvre. Sachant que le béton de chanvre ne rentre pas dans le cadre des DTU liés aux isolants, il ne rentre pas dans le cadre des DTU maçonnerie. Donc, vous pouvez être assuré pour la maçonnerie, pour l'isolation, mais pas pour le béton de chanvre. Donc, il faut demander expressément, si jamais vous faites appel à une entreprise qui doit poser, à ce qu'elle produise un document certifiant qu'elle est assurée pour l'application béton de chanvre. Mais ça se fait facilement à partir du moment où l'assureur l'accepte, ce qu'il doit faire, ce qu'il fait maintenant de façon très simple avec l'attestation de formation. Il y a aucun souci par rapport à ça.
Aujourd'hui, on peut commencer à aller vers des chantiers plus importants et plus nombreux grâce aussi au fait que la filière s'industrialise, dans le sens où on a maintenant on a au moins 4 ou 5 systèmes de projection qui existent, de machines qui existent, avec des débits pouvant aller de 1 à 10 mètres cubes. Bon, soyons honnêtes, 10 mètres cubes heure, ça sert à rien pour les murs. Quand vous avez 3 à 4 mètres cubes heure, c'est déjà largement suffisant. Par contre, en toiture, c'est pratique. Et après, vous avez des petites machines qui permettent de faire des petits chantiers, notamment pour des chantiers de doublage. C'est tout à fait satisfaisant. Donc voilà, j'ai mis des cadences pour information. On va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pas trop le sujet. Donc en préfabrication, on peut avoir soit de la préfabrication partielle, c'est-à-dire qu'on amène les éléments, l'ossature bois préfabriqué, on la pose et on vient projeter sur site. Soit on a des préfabrications complètes, et donc on ramène carrément des panneaux structure bois plus béton de chanvre, soit donc on a les blocs préfabriqués. Ça permet de gagner du temps, ça permet parfois de rationaliser un peu un projet. Euh, Allons vers les caractéristiques uniques de ce matériau et les qualités uniques de ce matériau. J'ai eu la chance de faire une formation avec Jean-Pierre Oliva et il avait une phrase que j'adorais, qui était qu'il n'y a pas que le U dans la vie. Voilà, donc il n'y a pas que la résistance thermique, il n'y a pas que la conductivité thermique, mais il y a aussi l'inertie, l'effusivité, la gestion de l'humidité par les matériaux et à travers les matériaux, la notion d'effusivité de la paroi intérieure, on y reviendra, et pour le béton de chanvre, quelque chose qui est assez unique, qui est le changement d'état, changement de phase, changement d'état de l'eau au sein de ce matériau, qui fait que ce matériau, de façon schématique, va dégager de la fraîcheur en été et va dégager de la chaleur en hiver, au-delà de l'inertie et au-delà de la résistance thermique. Mais j'y reviendrai un petit peu pour expliquer ce phénomène. Donc, en résistance et conductivité thermique, en fait, il y a 3 niveaux de... Non, c'est pas sur ce slide-là, mais c'est pas grave. Bon, bref. Là, en fait, vous voyez que suivant la quantité de liant, évidemment, plus vous allez avoir de liant, moins vous allez avoir d'air. Et donc, plus le lambda va augmenter, moins la résistance thermique va être importante. Donc là, en fait, quand on est sur du mélange enduit, en haut, là par exemple, le seul air qu'il y a, c'est dans la chaîne vote. C'est déjà pas mal. On a déjà des lambdas qui sont voilà. On n'est pas sur des laines, mais on est quand même sur des lambdas qui peuvent être intéressants. D'autant que c'est pas le seul c'est pas le seul outil qu'utilise l'enduit chaud chanvre pour améliorer le confort thermique. On y viendra par la suite, encore une fois. Et vous voyez que quand on est en toiture, je vais pas aller vers les lambdas maximum, mais je vais aller vers les lambdas les meilleurs, parce que c'est comme ça qui nous intéresse. Voilà. Il faut que vous sachiez que vous pouvez avoir un mélange toiture qui va avoir un lambda de 0,049. Vous pouvez avoir un mélange mur qui va avoir un lambda de 0,067. Et quand on voit l'efficacité de ce matériau-là, bon, on se rend compte que ça commence à être largement suffisant. En tout cas, ça permet déjà de pouvoir justifier par le calcul une efficacité qui est bien supérieure dans la réalité. J'ai l'habitude de dire qu'un des plus gros défauts du béton de chanvre, c'est qu'il est meilleur dans la réalité que sur le papier, à la différence de la plupart des autres matériaux. Mais une fois qu'on sait ça, du coup, on est prêt à prendre un peu moins les ceinture et bretelles quand on fait les calculs. Allons vers le confort d'été. Bon, enfin, j'imagine que vous devez que vous devez savoir, soit par expérience, soit via votre métier, que c'est pas parce qu'on isole avec une laine minérale des combles sous toiture qu'on va avoir un bon confort d'été, tout simplement parce que ce matériau-là ne va pas avoir d'inertie.
Et donc, on a l'inertie thermique qui est quand même quelque chose de très important, et la diffusivité aussi. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai comparé l'inertie thermique des matériaux à épaisseur équivalente. Donc, vous voyez qu'on est sur, alors, on est sur des, des qualités d'inertie thermique qui sont assez incomparables avec le béton de chanvre mûr, même par rapport à du béton cellulaire. Bon, quand vous êtes sur du liège expansé de la paille, on a déjà une inertie thermique qui est très très largement supérieure à de la laine de verre ou la laine de chanvre. Je répète, hein, c'est à épaisseur équivalente. Donc, si on prend en compte le fait que, par exemple, pour la paille ou pour le béton de chanvre ou pour le béton cellulaire, on est sur des épaisseurs qui sont plus importantes, on est pas mal. Alors, me direz-vous, oui, mais d'un autre côté, le béton aussi, il a de l'inertie. Oui, mais le béton, son problème, c'est que le béton armé, il a une diffusivité qui est importante. C'est-à-dire que la chaleur se propage vite dans ce matériau-là. Se propage 7 fois plus vite dans le béton armé que dans le béton de chanvre. C'est vrai aussi pour la minérale. La ouate de cellulose se comporte bien mieux que le béton armé, mais malgré tout, ça passe aussi plus vite que le béton de chanvre. Et le brique de terre crue deux fois plus. Donc voilà, donc on est sur un matériau qui, je reviens à cette slide-là, qui, au niveau de son inertie thermique et de sa diffusivité, va être assez exceptionnel. D'où aussi son intérêt quand on parle d'isoler la toiture, l'isolation de toiture. Je vous montrerai quelques exemples d'isolation de toiture. On le met sous rampant la plupart du temps. Voilà, on est sur des conforts d'été qui sont assez uniques. Ouais, bon, j'y reviendrai quand je vous montrerai les photos d'un projet. Bon, je passe là, ça c'est un exemple effectivement d'une maison qui a été instrumentée dans le sud-est de la France. Je crois que c'est Daniel Bayol qui avait dû faire cette instrumentation-là. Vous lui demanderez à la prochain webinaire. Vous voyez que entre la température extérieure qui varie de moins de 15 degrés à autour de 50 degrés, la température de la paroi extérieure qui varie aussi quand même pas mal. Et là, vous avez la température intérieure qui varie, allez, d'un ou deux degrés. On est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire. Je reviens sur le changement de phase du matériau. Vous avez tous vécu le phénomène d'évapotranspiration qu'il peut y avoir à la surface de notre peau. Qu'est-ce qui se passe à la surface de notre peau? La sueur perle, donc l'eau, la sueur sort sous forme liquide, et cette eau, cette sueur s'évapore. Et cette évaporation, ce passage de phase liquide à phase vapeur, c'est une réaction qui est endothermique. Donc c'est une réaction qui dégage des frigories, si on peut dire, ou qui capte la chaleur alentour. Et ça rafraîchit notre peau, notre épiderme, et du coup ça rafraîchit le sang qui est juste sous notre peau, et ce sang qui est rafraîchi sous notre peau, ça permet de rafraîchir tout notre corps. Et il se passe en fait exactement la même chose, exactement le même phénomène d'évapotranspiration. Alors différemment, hein, évidemment, on n'a pas d'épiderme, le béton de chanvre n'a pas d'épiderme, mais dans les premiers centimètres du béton de chanvre, dans les petits pores de la chaîne Vott, il y a un phénomène de capillarité, de pont capillaire qui se crée. Donc on parle de condensation capillaire. Alors, par facilité, je parle de changement de phase. Je risque de me faire taper sur les doigts par certains collègues. On parle de changement d'état. Mais le phénomène thermique est le même, c'est-à-dire que ce passage, cette captation, cette condensation capillaire, ici, va dégager des calories, puisque là, on est dans l'autre sens. Donc,
là, ça dégage des calories. Quand il y a condensation, ça dégage de calories et ça dégage de la chaleur. Et ça, ce phénomène-là se passe principalement en hiver. Donc, cette captation de l'humidité extérieure par le béton de chanvre et ce stockage dans ces pores se passe principalement en hiver. Et donc, ça dégage de la chaleur. Le mur dégage de la chaleur en hiver. Et en été, phénomène inverse, l'humidité stockée sous forme liquide, l'eau stockée sous forme liquide s'évapore. Disparition du pont de la condensation capillaire, du pont liquide, et donc dégagement de frigories et votre mur balance des frigories rafraîchies. Donc on a un complément. Ça, ces quantités-là, ces comment dire, ces valeurs-là sont pas prises en compte aujourd'hui par les calculs. Ils sont même pas pris en compte par les calculs prenant en compte l'inertie, puisqu'on parle même pas de l'inertie là, on parle ni de l'inertie, ni de la diffusivité, ni de la résistance thermique, on parle de quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par les calculs, mais qui est très très efficace et qui rend le béton de chanvre assez unique. On peut avoir la même chose aussi avec la terre crue. Mais là, on parle pas de caractéristiques isolantes. Donc là, le béton de chanvre, ça vient en plus de tous les autres, de sa résistance thermique, et aussi la notion de température de paroi. Bon, je pense que ce schéma-là, beaucoup de vous le connaissent. Quand on a une température, par exemple, quand on a une température idéal pour nous de 18 degrés, par exemple. Si le mur est à 16 degrés, si le mur est à 12 degrés, il faudrait chauffer à 24 degrés pour pouvoir être à peu près confortable. Bon, si le mur est à 16 degrés, ben, il suffit de chauffer juste à 20 degrés pour être confortable. Puisqu'on dit que la température de paroi vaut pour moitié à peu près par rapport à la température de l'air. Là, pour parler de l'effusivité, qui est assez exceptionnelle par rapport au béton de chanvre, je voulais faire avec vous un petit parallèle qui vaut ce qu'il vaut entre justement le béton de chanvre et la chaleur ou la fraîcheur qu'il peut dégager par rayonnement par rapport à, par exemple, un mur en béton ou carrelé, par exemple, et la sensation que vous avez quand vous marchez pieds nus et que vous passez d'un sol carrelé à un sol en parquet. Bon, vous allez avoir le sentiment que le parquet est bien plus froid que, le bois. Or ce n'est que partiellement vrai, puisque en fait c'est simplement que à delta de température équivalent, nous notre corps est à 37 degrés, le parquet va être capable enfin le, le le carrelage va être capable de nous pomper beaucoup plus de notre chaleur que le bois. Et il se passe plus ou moins le même phénomène, même si on n'est pas sur les mêmes phénomènes physiques, avec le béton de chanvre. Moins un matériau est effusif, plus sa température de surface va se rapprocher de la température ambiante. Donc c'est un peu différent, mais on a à peu près ce même phénomène qu'avec le parquet de carrelage quand on marche dessus par conductivité. Bon, je passe assez rapidement sur la notion de tampon hydrique, mais vous voyez qu'effectivement le béton de chanvre a une capacité à stocker l'humidité à l'air largué qui est vraiment importante. Le nombre de grammes au mètre carré est assez important. Tout ça, ça va nous permettre de rester dans la zone de confort du diagramme de Givoni et de faire le moins appel possible aux solutions
passives ou actives, en tout cas des solutions supplémentaires qu'il va falloir mettre en œuvre. On peut se permettre d'avoir la plupart du temps, dans beaucoup de cas, des solutions qui sont très simples, avec uniquement à base, grosso modo, de béton de chanvre et de l'enduit qui est efficace par rapport à ça. Ah tiens, d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur ce schéma-là. Vous voyez que le béton de chanvre seul a une bonne capacité de tampon hydrique. Si vous mettez un enduit chaud chanvre en finition par-dessus, vous gardez quasiment sa capacité. Si vous mettez un enduit chaud sable, déjà vous baissez pas mal sa capacité. Bon, je pense qu'en plus ça peut-être une mesure qui a été faite avec un enduit chaud sable très fermé. Mais de la même manière, si vous avez un enduit chaud sable que vous talochez juste grossièrement, vous allez avoir et un tampon hygroscopique et une effusivité qui va être meilleure. Vous allez pouvoir aussi jouer sur la finition. Je fais attention à l'heure, bon, c'est bon, je vais un peu de temps. Oui, là, quand je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le béton de chanvre allait capter l'humidité et la stocker sous forme liquide dans dans ses pores, en fait, là, je voulais parler du point de rosée. En fait, vous pouvez essayer de calculer le point de rosée dans un mur avec un doublage en béton de chanvre. Mais en fait, ça sert à rien. Parce que du fait même de ce phénomène de capillarité, en fait, la condensation, elle se fait dans les premiers centimètres du béton de chanvre, sans dénaturer ses qualités, et en plus en étant, comme vous l'avez vu, utile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que dans des cas, par exemple en rénovation, où on va avoir beaucoup de mal à gérer le point de rosée avec des solutions en laine, qu'elle soit végétale ou minérale, hein, peu importe. Et ben là, vous allez avoir des solutions qui vont être beaucoup plus pertinentes avec le béton de chanvre. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous voulez isoler ces murs avec donc laine, vous allez mettre votre ossature, votre laine, votre frein vapeur, que vous allez essayer de rendre le plus étanche à l'air possible, et puis votre lame d'air avec votre parement, bref. Mais comment est-ce que vous allez gérer votre étanchéité à l'air au niveau du plancher? Comment est-ce que vous allez gérer votre étanchéité à l'air au niveau du sol? Je veux dire, l'humidité, l'air va pouvoir passer par là et en fait, vous aurez forcément des problèmes d'humidité, de condensation au niveau des différentes jonctions, sauf à couper les planchers. Enfin bon, c'est vraiment très compliqué. Si vous mettez du béton de chanvre, eh ben vous avez en fait du coup un mur qui va stocker l'humidité. L'humidité va pouvoir passer à travers ce mur. Vous allez avoir une paroi qui va être beaucoup plus perspirante, beaucoup plus perméable à la vapeur d'eau. Et donc, l'humidité va pas forcément aller chercher à sortir entre dans l'épaisseur du plancher, dans l'épaisseur des cloisons, puisqu'elle pourra sortir de façon simple et être gérée de façon simple par votre complexe. Idéalement, dans ce genre de cas, j'y reviendrai certainement si j'ai le temps, quand je vous présenterai quelques projets, mais je pense que Daniel vous en reparlera aussi. Le plus important quand on fait du béton de chanvre et le plus important quand on rénove une vieille bâtisse, c'est avant tout que l'humidité puisse sortir. Donc, on picte tous les enduits ciment qu'il peut y avoir. On enlève le maximum de ciment possible. Et s'il faut commencer par un endroit, on commence par l'extérieur. Et si on peut pas commencer par toute la façade extérieure, et ben on commence par faire le premier mètre en mettant un coup de lapidaire, un coup de disqueuse bien propre sur le premier mètre et enlever au moins le premier mètre de façon à ce que l'humidité puisse sortir. Voilà. Bon, il se trouve que dans ce genre de cas, s'il y a un matériau qui peut gérer le mieux possible cette absence de perméabilité à l'air vers l'extérieur, c'est le béton de chanvre. C'est pas l'idéal,
c'est mieux quand même d'avoir cette perméabilité à l'air. Mais si vous n'avez pas le choix, parce que c'est un enduit qui est trop dur, parce que je sais pas, je ne sais pour quelle raison, ben vous pouvez envisager peut-être de le faire avec de faire votre doublage en béton de chanvre. Par contre, ça veut dire que toute l'humidité, en fait, il faudra qu'elle soit évacuée par votre ventilation. Voilà. Donc, il faudra qu'il y ait une ventilation qui soit quand même costaud. Parce qu'au bout d'un moment, le béton de chanvre, il n'est pas magicien. Il va faire l'éponge, il va faire l'éponge, et puis il risque d'arriver à saturation. Et là, s'il arrive à saturation, eh ben, il relarguera tout comme une éponge qui est trop imbibée. Donc voilà, donc il faut quand même gérer cette sortie d'humidité au maximum par une ventilation très bien adaptée. Mais encore une fois, c'est pas l'idéal. Euh, donc, vous voyez ce que ça peut donner une fois terminé. Euh, donc, si on revient sur les qualités du matériau, donc on a vu c'est un bon isolant. On n'est pas au niveau, quand on ne jure que par la résistance thermique, on n'est pas sur le meilleur des isolants, c'est sûr. Mais on a un excellent déphasage, ce qui peut être intéressant avec une bonne inertie. Ce qui peut être intéressant, je l'ai pas dit, mais justement dans ce genre de cas, en rénovation. Euh, En rénovation, si par exemple on est dans du bâti ancien, dans du patrimonial, on peut pas forcément aller isoler par l'extérieur. Donc, si on est amené à isoler par l'intérieur, là avec le béton de chambre, en fait, on se retrouve avec un matériau qui, de par son inertie, aussi, en fait, va pas vous priver de l'inertie de votre bâtiment. Donc, il va participer de l'inertie du bâtiment, il ne va pas vous en priver. Il va avoir une bonne température de paroi intérieure. Il va y avoir ce phénomène de changement de phase qui, encore une fois, est dans les premiers centimètres. Et donc, c'est dans les premiers centimètres, en fait, qu'il va y avoir ce phénomène de dégagement de frigorie ou dégagement de frigorie l'été et de dégagement de calories l'hiver. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, bah, le béton de chambre, quelque part, si vous avez le choix entre le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur, euh, moi j'ai tendance à penser qu'il est bien plus pertinent à l'intérieur. Voilà. Je vous dis ça, vous voyez le mur ici de chez moi, vous voyez ce petit bout de mur où il y a un peu de béton de chambre, et là-bas, à la suite, il n'y a pas de béton de chambre, et sur cette façade-là, j'ai mis du béton de chambre à l'extérieur. Mais tout simplement parce que en mettre à l'intérieur, là, il y a tellement de détails que j'aurais été très embêté pour le mettre de façon efficace. Et à l'extérieur, mon mur étant comme ça, le faire par l'extérieur, ça m'a permis d'avoir une épaisseur d'isolant qui varie entre 5 et 15 centimètres. C'est ce que le mur fait vraiment ça. Voilà. Mais encore une fois, la plupart du temps, vous voyez, là, j'ai quand même tenu à mettre un peu de béton de chanvre en intérieur. Je ne vous montre pas le mur qui est derrière, qui est du coup derrière vous, mais qui est un mur aussi en béton de chanvre. Donc là, j'ai quand même quelques mètres carrés de béton de chanvre pour justement ce tampon hydrique, ce phénomène de changement de phase, cette gestion de l'hygrométrie. Autre avantage en rénovation, le béton de chanvre est en contact direct avec votre mur. Ce qui veut dire qu'on ne cache pas la misère, ce qui veut dire qu'il va pas y avoir des poches d'humidité qui va y avoir dans votre mur, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de mérule. Et ce qui veut dire aussi, c'est que si jamais vous avez un problème d'humidité parce qu'une infiltration, parce que peut-être des remontées capillaires mal gérées, bah vous allez les voir. Vous allez voir forcément au bout d'un moment apparaître les désordres. Si c'est des remontées capillaires, c'est que ça n'a pas été bien traité à l'avance. Je ne vais pas rentrer dans les détails des remontées capillaires, mais ce qui est sûr, c'est il faut quand même prendre quelques précautions quand on, quand on met le béton de chambre, mais de la même manière qu'il faut prendre des précautions quand on met un isolant, quel qu'il soit, même si cet isolant n'est pas putrescible. Parce que si vous mettez de la laine de verre sur un mur où il y a des remontées capillaires, bah, vous risquez d'avoir tout simplement de la mérule derrière. Donc ça sera peut-être même encore pire. Un des avantages du béton de chambre, c'est que je pars un petit peu dans tous les sens, mais du coup, voilà, ça permet de dérouler. Un des avantages du béton de chanvre, entre autres, c'est que quand il y a par exemple effectivement une infiltration, un dégât des eaux, si
dégât est traité, bah, le béton de chanvre, en fait, il sèche et c'est tout. Voilà, aucun dégât, il n'y a pas besoin de l'enlever, de le remettre. Peut-être si vraiment ça a resté longtemps, etc., vous aurez peut-être à refaire un petit badigeon, mais c'est tout en fait. Il y a eu pas mal de cas comme ça de désordre accidentel qu'on vieux, où bah, le béton de champ en fait quelques semaines après, bah, c'est comme si de rien n'était. Donc voilà, donc matériaux à changement de phase, matériaux à faible diffusivité. Donc vous voyez qu'on est sur un matériau qui permet d'avoir un bon confort d'été, un bon confort d'hiver et qui est souvent pertinent en été. Ces qualités s'arrêtent pas là. Alors, les qualités environnementales, on est sur un matériau qui est très stable. C'est-à-dire que on évoque des durées de vie. Enfin, il y a des tests de vieillissement qui ont été faits. On est au-delà de 100 ans en fait. Donc, le béton de chanvre ne bouge pas en fait. Au niveau sismique, pareil, j'ai pas le temps de m'y attarder, mais on est sur un matériau qui plie mais ne rompt pas, on va dire, qui a une certaine élasticité qui permet de revenir. D'un point de vue acoustique, ça fait partie des remarques, des remarques les plus importantes des, des occupants. C'est justement la grande qualité acoustique qu'il y a dans ces lieux qui sont traités en béton de chanvre. Et la réaction au feu, quand même, je vais m'y arrêter parce qu'on a fait des tests, Construire en chanvre a mandaté des tests des tests au feu. Et vous qui voyez régulièrement passer des caractéristiques de stabilité au feu, bah, vous voyez que ici, alors, on a fait le test sur l'étanchéité au gaz et l'isolation thermique, pas sur la résistance mécanique ou la stabilité, puisque le béton de chanvre n'est pas porteur. Voilà. On est sur un classement qui est EI 240. 240, c'est le nombre de minutes. Ça veut dire qu'il est étanche aux flammes et gaz et il isole thermiquement pendant plus de 4 heures. Le test a été arrêté en fait. Il a été tout simplement arrêté. Et je crois que quand le test a été arrêté, la température sur la face extérieure était pas moins au-dessus de 70 degrés, je crois. Bon, j'ai pas mis des photos là parce que sinon on risquait d'y passer trop de temps, mais on est sur un matériau qui est assez unique par rapport à ça. Remarque des pompiers. Il y a un essai Le Pire aussi qui a été fait. Remarque des pompiers qui ont fait cet essai. On n'a jamais vu ça. Voilà. Donc voilà, ça parle tout seul. Donc les domaines d'utilisation, je vais pouvoir rentrer dans le détail. J'ai une petite demi-heure, je crois, c'est ça encore pour vous parler des domaines d'utilisation, donc c'est bien. Je vais pouvoir avancer un petit peu. Donc on va parler des murs dans un premier temps, parce que c'est ce qui est l'utilisation qui est la plus répandue. Donc les murs, on peut utiliser le béton de chanvre en remplissage et en doublage. Quand on parle de remplissage, euh, on parle de... Bon, je vais venir vous montrer les photos par la suite. On peut l'utiliser aussi en cloison de distribution. Ça peut être aussi intéressant, en particulier pour les qualités phoniques. Sachant que le béton de chanvre n'a pas des qualités phoniques seul. Dans ces cas-là, il faut avoir le système masse-ressort-masse avec entre autres, soit du Fermacell, soit des enduits. Et donc, on peut le faire dans des logos d'habitation, ERP, logement, locaux code du travail. Voilà, il y a quelques contraintes pour les locaux très humides, voilà, où il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais dans les salles de bain, on peut très bien utiliser du béton chanvre, ça pose aucun problème. Donc ça, c'est le mode de mise en œuvre originel, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une ossature bois noyée
avec le béton de chanvre qui passe de part et d'autre de cette ossature. C'est pourquoi je dis originel parce que au départ le béton de chanvre était mis uniquement en œuvre de façon manuelle. Et de façon manuelle, du coup, bah, on pouvait faire cette technique-là. Il se trouve que par projection, en fait, cette technique-là est compliquée à être efficiente, tout simplement parce que, bah, vous voyez, ce parement qui est à l'extérieur, le principe, c'est de l'enlever, c'est un coffrage provisoire. Et si vous projetez de ce côté-là, depuis ici, en fait, le mélange qui va être derrière, il va pas se tenir, il va pas être plaqué, il va pas se tenir et du coup, il va tomber quand vous allez décoffrer. Donc il va falloir que vous repassiez votre lance de l'autre côté, que vous projetiez derrière pour boucher les trous, que vous protégiez, etc., etc. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles on a trouvé d'autres systèmes constructifs que je vous présente juste à la slide d'après. Mais celui-là reste encore tout à fait valable, voire parfois encore utilisé, même en projection, même en projection. Là, vous voyez le béton de chanvre projeté sur une ossature quand l'ossature est alignée sur une face. Donc, en partant de la gauche et en allant vers la droite, vous voyez par exemple ça, ce bâtiment-là de Dumont-le-Grand. Qu'on a vu sur une des premières photos. Ouais, c'est dommage, j'aurais dû mettre la slide là avec la photo, mais là, ce bâtiment-là, en fait, la finition est une finition extérieure enduite. Donc là, on a une ossature bois, donc là, c'est du semi-préfa, des panneaux bois avec fermacelle côté intérieur, le fermacelle faisant contreventement et servant de support de projection. Donc, fermacelle côté intérieur, ossature bois en 45-145 aligné sur cette face intérieure et projection directement sur le fermacelle depuis l'extérieur en 35 cm d'épaisseur. Donc la projection de 35 cm d'épaisseur se fait en une seule passe. Je vous montre, je reviendrai sur cette photo-là, je viens à la photo suivante. Vous voyez ici, en fait, on est en train de passer en une seule passe. Bon, là, on a fait un premier remplissage, mais tout de suite derrière, on va combler en montant 35 cm sur toute l'épaisseur. Ce chantier-là, cette photo-là, ce chantier-là, c'est ce projet, ce bâtiment du milieu. Donc, vous voyez, on peut quand on projette depuis l'intérieur, pour le coup, puisque là, c'est le cas de ce chantier-là, on projette depuis l'intérieur, ossature bois alignée, ce coup-ci, sur l'extérieur, et on a du coup, là, vous voyez un mix entre un frein vapeur, qui va servir de support de projection, avec quelques contraintes par rapport au fait que le béton de chanvre va faire légèrement gonfler le pare-vapeur, mais là, on rentre un peu trop dans la technique. C'est plus le sujet de notre formation 4 jours, si vous voulez la faire. Et en fait, ça ici, il va y avoir un bardage qui va être posé par la suite. Et là, par contre, là, vous avez des canisses, en fait, qui servent de support de projection côté depuis l'intérieur et support d'enduit côté extérieur. Alors attention, ça, ce mode de réalisation est ni décrit dans les règles professionnelles, ni même décrit dans le DTU 26.5 et DTU des enduits. Les canisses ne sont pas des supports d'enduit normalisés. Donc, si vous faites ça, il faut bien en parler à votre assureur. Ça marche très bien. Cette maison-là, à 10 ans, j'ai encore eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps. Tout va très bien, il n'y a aucune fissure. Mais voilà, c'est pas un support normalisé. Si on avait voulu avoir un support d'enduit digne du DTU, il aurait fallu mettre du métal déployé.
Bon, on a préféré mettre ça, mais voilà. Mais on est quand même tout ça pour dire que on peut, sous réserve de prendre toutes les précautions et surtout de bien valider ça avec son assureur, on peut aller vers des solutions qui sont à la fois simples, pertinentes, d'un point de vue environnemental très efficaces et pérennes et efficaces, quoi, et qualitatives. Vous avez aussi ossature déportée vers l'extérieur, bah, tout simplement le colombage, où vous allez coffrer depuis l'extérieur et projeter depuis l'intérieur. Donc là, vous voyez ici, c'est une fois décoffré, vous avez le béton de chanvre, où vous avez la marque du polyane qu'on utilise. On utilise pas mal de polyane pour les colombages. C'est c'est une des choses que la plupart des applicateurs essayent de minimiser, mais bon, malgré tout, c'est pas évident. Et voilà, et on va gratter, on va laisser 2 cm 2 centimètres de vide, de retrait, et de ces 2 centimètres qui sont la taille des clous de la taloche à pointe, ces 2 centimètres vont être comblés ensuite par de l'enduit chaud sable, puisqu'on est à l'extérieur, enduit chaud sable. Côté intérieur, quand j'y pense, côté intérieur, on peut mettre du chaud sable, du chaud chanvre, du terre sable, du terre chanvre, du terre lin, voilà. On peut mettre ce qu'on souhaite, à partir du moment où c'est un enduit et où c'est perspirant. Ici, sur ce projet, là, je reviens justement au niveau de la perspirance. Vous voyez qu'ici, on est sur un parement intérieur qui est en fermacelle. Ce mode constructif aujourd'hui est certainement celui qui est le plus pertinent, qui est le meilleur compromis encore en termes financiers en termes de confort et de gestion de l'humidité. Le Fermacell a quand même pas la qualité d'un enduit à la chaux euh, ou d'un enduit chaud chanvre pour sa perspirance, mais malgré tout, c'est quand même très efficace. Bon, par contre, faut oublier là pour le coup le placo, parce que le placo il va bomber, il est pas, enfin, bref, c'est pas du tout adapté. Là, c'est vraiment le Fermacell qui est adapté. Mais vous pouvez très bien, par exemple, aussi, pourquoi pas, utiliser pour le coup, de la canisse, côté intérieur. Et là, pour le coup, vous n'avez aucun problème d'assurance. Vous n'avez même pas besoin d'en parler à votre assureur, puisque on est en intérieur. C'est juste un support de projection. Donc, vous voyez la photo qu'on vous montrait. Donc, vous voyez le béton de chanvre est porteur, et il se porte sur toute sa hauteur. Là, vous voyez ce mur terminé. Les boîtiers électriques et puis les 2 cm de réservation pour l'enduit côté intérieur. En intérieur, on peut descendre à 1 cm, 1 cm et demi, à partir du moment où c'est bien dressé, puisqu'il n'y a pas besoin forcément de mettre la même épaisseur. Bon. Si on veut respecter stricto sensu le DTU, le DTU enduit, il faut ces 2 cm. Voilà le projet dont je vous parlais tout à l'heure. Pardon, ce projet-là du cabinet d'architecture du Mont-Legrand. C'est donc ce projet-là terminé. On est sur donc 35 cm de béton de chanvre sur les murs et du béton de chanvre en toiture. On va y revenir un peu plus loin. Là, vous voyez ce même projet en cours de réalisation. Vous voyez, là, on a les 35 cm d'épaisseur et là, il y a peut-être pas 35, je me demande s'il n'y a pas 28 cm d'ailleurs d'épaisseur. Il n'y a peut-être pas 35. Donc voilà, encore un projet, la rue Mira, l'immeuble de logement. Alors là, c'est intéressant de constater que pour ceux qui ont peut-être un petit peu fouillé, regardé comment est-ce qu'on pouvait faire des projets en béton de chanvre, aujourd'hui, la règle professionnelle prévoit la possibilité de faire des bâtiments des immeubles d'habitation, des logements en R+2 plus comble. Là, on est en R+4.
3, 4, on est R plus 5. Oui, R plus 5, c'est marqué en haut. Et en fait, le système a été trouvé en considérant qu'on empilait les R plus 2. Voilà. C'est un projet pour la régie immobilière de la ville de Paris, la RIVP. Donc, vous voyez, immeubles de logements sociaux, et malgré tout, on a pu faire un R plus 5. Donc tout est possible. Voilà. On peut toujours trouver des solutions. Donc ici, alors ce projet-là, il est intéressant parce que il y a, allez, il y a un, deux, il y a au moins trois, quatre, non, trois modes constructifs différents par rapport au béton de chanvre. Quatre si on compte la toiture. Mais pour les murs, il y a trois modes d'application. Le premier, alors je vous disais tout à l'heure que ce bâtiment-là, en fait, ossature métallique, plancher collaborant, donc montage très rapide. Euh, c'est un bâtiment qui n'a pas nécessité de fondation profonde, de par le fait de pas passer en béton a permis d'avoir un bâtiment suffisamment léger pour ne pas passer en fondation profonde, ce qui permettait d'éviter plein de soucis au niveau de tout ce qui peut se passer dans les sous-sols de Paris. Donc, ossature métallique, ossature secondaire en bois, et suivant les façades, suivant la finition, on va soit projeter par l'extérieur, soit projeter par l'intérieur. Donc, sur la façade que je vous ai montré ici, qui est la façade principale, on a projeté de façon classique. On a projeté de façon classique exactement comme on a projeté ici, sur ce projet-là. Donc, on a projeté, voilà, avec la lance, avec un peu de recul. Par contre, sur les pignons, qui sont aussi des pignons enduits, et ben là, on pouvait pas projeter parce qu'on n'avait pas forcément suffisamment de recul et on avait la toiture en dessous. Donc en fait, on a coffré et on a coulé tout simplement on a utilisé notre projeteuse pour couler notre projet. Donc là, faire en fait grâce à la projeteuse ce qu'on peut faire à la main. Donc ça veut dire des passes de 30 à 40 centimètres où on projette, on met en œuvre le béton de chanvre, on le tasse très légèrement sur le bord, juste sur le bord, et on décoffre en glissant. On glisse le panneau et on le remonte de 50 centimètres et on recoule 40, enfin de 40 centimètres et on recoule 30 à 40 centimètres et on recommence comme ça. Alors on peut décoffrer immédiatement. Donc là, on n'était pas sur la façade enduite, puisque vous voyez que ici, on a l'ossature bois qui arrive directement à fleur du coffrage. On va être sur un fermacelle côté intérieur, un, un bardage côté extérieur. Mais il y a d'autres endroits, comme je crois là, cette partie là qu'on voit au fond. Non, l'autre opinion, pardon. Où on a tout simplement mis des écarteurs, des vis. Hein, en fait, c'est des vis qui permettent d'écarter le coffrage, et on a le béton de chanvre qui va venir enrober l'ossature bois, qui va là dans ces cas-là pas être aussi épaisse, mais être simplement en 45-45. Et la toiture a été faite en béton de chanvre. Ça, c'est la façade sur rue qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, le béton de chanvre, en fait, il va venir jusque là, au droit du scotch. Bon, je vais pas faire de pub pour la marque, mais en gros, vous avez un collant d'un côté, une trame de l'autre. Et en fait, une fois que vous avez fait votre béton de chanvre, et ben vous faites votre GOPTI, votre première couche d'enduit, votre corps d'enduit, et vous marouflez la trame dans votre dans votre corps d'enduit. Vous noyez la trame dans votre corps d'enduit. Et ça vous permet de faire l'étanchéité à l'air de votre projet. C'est nécessaire, enfin, c'est utile,
c'est efficace. C'est pas forcément obligatoire. Si vous avez une étanchéité à l'air à réaliser, vous pouvez avoir à faire ça. Dans de la réno, dans du colombage, etc. Franchement, c'est pas peine de vous casser la tête. Euh, si vous pouvez trouver d'autres solutions, c'est pas plus mal. Euh, Ça me fait penser que oui, là, ici, là, vous voyez, étanchéité à l'air, vous voyez qu'en fait, l'étanchéité à l'air, on la traite à l'extérieur. Et il se trouve que du coup, l'étanchéité à l'air, on la traite à l'extérieur, y compris au niveau de la toiture. Donc, sous les rampants, enfin, sous la couverture, en fait, c'est pare-pluie, le pare-pluie qui fait l'étanchéité à l'air. Donc, voilà, il y a des petits détails techniques qu'on avait mis au point avec LM Ingénieur pour arriver à justement à penser à une couverture, notamment avec les chevrons qui ressortent entre autres sur le projet qu'on a vu auparavant, pour arriver à faire l'étanchéité à l'air sans trop de soucis. Il me reste un petit quart d'heure. J'avance un petit peu. Ça, c'est la façade bardée, vous voyez, la façade bardée, donc bardage bois, bardage zinc à l'étage. La couverture était en zinc aussi. Et oui, et aussi ce que peut permettre le béton de chanvre. Euh, un jour, j'ai un architecte Pascal Bach qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, je veux faire un ouvrage un petit peu particulier. Est-ce que je peux vous l'envoyer par mail pour que vous voyez ce que c'est. Donc, voilà. Donc j'ai reçu ce schéma-là avec donc vous voyez quand même la tête des personnes, l'arche de Tibet. Donc c'est pour le parc de Thoiry. C'est un conservatoire d'espèces endémiques de petits amphibiens et de petits gastéropodes. Et donc ce conservatoire, donc ce laboratoire de conservation, le parc de Thoiry souhaitait l'ouvrir au public. Et donc ils ont décidé de faire une arche. Donc voilà, faire un espèce de bâtiment hors d'âge, comme une arche de Noé. Donc vous voyez, avec courbe et puis bombée. Et donc c'était un régal de travailler sur ce projet-là, de se creuser la tête un petit peu pour savoir comment arriver à faire des murs bombés. Donc ces murs, en fait, ils faisaient 17 centimètres en bas et ils faisaient 28 centimètres au milieu et à nouveau 17 centimètres en haut. Donc ils étaient bombés comme ça. Bon, je vous passe les détails techniques, mais ici, en fait, vous voyez le coffrage, qui est un coffrage on avait dimensionné pour pouvoir le déplacer à la main sans trop de difficulté. Il était quand même très très lourd. Ce coffrage-là, on l'avait bombé en fait grâce à ces éléments-là qui avaient été découpés dans la courbe. Alors l'autre partie de cette jambe de force en fait, quelque part, on l'a utilisé pour l'autre partie de la projection. Je ne sais pas si j'ai la photo. Ah non, j'ai pas la photo. Quoique, attendez, ici. Ça, c'est le projet une fois terminé. Ouais, voilà, le projet une fois terminé. Donc, en fait, on a 600 mètres carrés de béton de chanvre, 100 mètres linéaires par 6 mètres de haut, d'un seul tenant. Donc, sans joint de dilatation, c'était pas la peine. Je reviens sur ce schéma-là. Alors là, on le voit pas forcément, mais là, en fait, il y a pas de renfort intermédiaire horizontaux. Il y a juste des tasseaux qui ont été mis sur les 45-145 pour éviter l'arrachement du béton de chanvre au vent. Voilà, c'est plus l'arrachement au vent. Mais sinon, là, le béton de chanvre, il n'a pas besoin de reprise. Au contraire, ça va plus créer des désordres de créer quelque chose d'intermédiaire. Il peut se tenir sur ces 6 mètres de hauteur sans désordre. Donc, vous voyez, une fois terminé, donc les murs bombés et les murs courbes. Est-ce que j'ai une photo, voilà, de ces murs courbes? Alors, j'ai pas traité de la projection, mais voilà, on s'était creusé un petit peu la tête aussi
pour comment projeter, garder la même courbe tout en projetant, puisqu'évidemment nos coffrages n'étaient pas bombés et courbes, ils étaient juste courbes. Bref, je m'attarde pas dessus. La réalisation de l'enduit a été aussi quelque chose qui était assez unique parce qu'en fait, quand on a fait le premier le corps d'enduit, en fait, le corps d'enduit, une fois qu'il était projeté, il avait cet aspect-là au niveau de au niveau de sa finition. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'on avait légèrement talochés et d'autres endroits où il y avait encore quelques manques de matière, etc. Mais sauf il était gris puisque c'était utilisé avec la chaux qui était utilisé pour le béton de chanvre et qui était adapté aux enduits. Et en fait, l'architecte nous a demandé de faire exactement le même, mais coloré. Pascal nous a demandé de faire le même, mais coloré. Donc, il a fallu qu'on retrouve le même effet sur cet enduit. Donc, c'était chouette à faire. Donc, voilà pour les murs. Vous aurez d'autres exemples avec Daniel dans quelques semaines. Donc en doublage. En doublage, en fait, on utilise. Alors, c'est surtout pertinent, soyons clairs, hein, c'est surtout pertinent, à mon sens, en doublage d'un mur respirant, d'un mur ancien. Ou d'un mur, en tout cas d'un mur respirant. Ça peut être aussi de la brique monomure qui est pas assez efficace. Voilà, bref. Je pense que ça a quand même un peu moins d'intérêt quand c'est un mur qui ne respire pas. Il y a suffisamment à faire avec les murs anciens, à mon sens, pour l'utiliser en doublage. Donc ici, vous voyez, ça c'est la première machine qui avait été utilisée, une une très grosse bécane qui permettait de projeter jusqu'à 4 mètres cubeurs, qui avait un débit de 3 à 4 mètres cubeurs pour faire ces bétons de chanvre. Donc là, juste, vous voyez ce mur. Alors là, il faut imaginer une maison en L, c'est-à-dire que là, vous avez l'extérieur. Sur cette partie droite, vous avez l'extérieur. Mais à partir de cette poutre métallique, ici, vous avez derrière, vous avez une pièce. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 10 ou 12 centimètres sur cette partie-là. Et par contre, ça nous intéresse d'avoir de l'épaisseur sur cette partie-là. Donc ici, en fait, on est parti en sifflet. On est parti, donc on doit s'arrêter, je pense mes souvenirs sont bons, à 2-3 centimètres, 2-3 centimètres ici au niveau de mon collègue en rouge. Et là, on doit être à une 12 ou 15 centimètres, je crois, ici. Et donc, comme ça permet d'avoir une isolation qui est une épaisseur qui est cohérente par rapport aux besoins. L'autre intérêt, c'est aussi l'état des murs. Vous voyez, ces murs, en fait, avec le béton de chambre, on peut juste venir combler sans sans aucun souci. On a voulu garder la niche, mais donc, vous voyez, en fait, le béton de chambre, une fois qu'on l'a réalisé, voilà, on a tout resté. Intéressant aussi pour traiter les points singuliers autour des poteaux, autour de tout ça. Voilà, pas vous casser la tête à bien mettre votre scotch pour éviter les rentrées d'humidité et puis les points de rosée, puisque justement, donc vous avez ce matériau magique qui va vous gérer l'humidité bien mieux qu'un froid vapeur. Euh, donc voilà, ça c'est à l'étage de cette bâtisse. Vous voyez un exemple de tableau. Donc ça c'était un tableau définitif en fait qui avait été posé avant en bois. Et vous pouvez aussi euh, faire des tableaux alors soit en liège, mais c'est un peu fragile, soit en fibre de bois compressé qui pourra recevoir ensuite l'enduit une fois tramé. Vous pouvez aussi faire des coffrages provisoires que vous enlèverez et puis vous viendrez remettre des tableaux par la suite. Bon, vous avez pas mal de liberté, de latitude. Vous pouvez aussi ne pas faire de coffrage du tout. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Vous voyez peut-être, non, je pense que là vous voyez pas forcément, mais voyez, vous pouvez avoir quelque chose de plus rustique si vous le voulez. C'est à votre goût en fait. Vous avez beaucoup plus de latitude. Euh, au niveau des enduits. Donc voilà, donc c'est encore une fois les finitions, c'est finition enduit, chaux ou chanvre et terre ou sable.
ou foie. Terre ou chaud. Chaud ou terre et sable ou chanvre. Chêne, excusez-moi. Alors, les enduits. On continue dans les murs. Les enduits. Bah, les enduits, en fait, on peut les utiliser quand, en gros, quand on n'a pas de machine dispo ou quand on n'a pas beaucoup d'épaisseur disponible. On va être plus sur du correcteur thermique, mais un correcteur thermique qui va être très efficace. Pour la petite histoire, moi, chez moi, c'est une vieille ferme qui a plusieurs siècles. Donc j'habite au Pays Basque. On a mis donc du béton de chanvre sur tous les murs, côté intérieur, la plupart du temps, côté extérieur, comme je vous l'ai dit, sur la façade qui est derrière moi. Mais il y a une pièce, que j'avais faite avant. Et j'avais pas la machine à disposition, et donc j'ai fait cet enduit de 6-7 cm d'épaisseur. Donc sur le papier, 7 cm d'épaisseur avec un lambda de 0,14. C'est comme si j'avais mis 2 cm de polystyrène ou d'une laine quelconque. Le résultat, c'est que c'est aujourd'hui une pièce qui est aussi confortable, si ce n'est même la pièce la plus confortable de la bâtisse. Alors qu'elle est située au nord-est, qu'elle a pas beaucoup de lumière, elle a juste la lumière du matin, qu'elle a deux façades, deux façades sur l'extérieur, et elle est très 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 confortable, hiver comme été. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez étonnant au niveau du confort que peut apporter ce matériau. Euh, oui, j'en profite pour faire un focus là-dessus. Euh, Ce phénomène de température de paroi, de dégagement de chaleur et donc de température de paroi qui peut y avoir de chaleur ou de fraîcheur, mais pour parler que de l'hiver, cette gestion de l'hygrométrie qui fait que l'hygrométrie va toujours être dans la phase, on se souvient du diagramme de Givoni, on va toujours être dans la zone en fait où qui correspond au confort du corps humain. En fait, on s'aperçoit que on baisse le thermostat en fait quand on utilise du béton de chanvre en isolation par rapport à des systèmes d'isolation en laine avec un parement Thermacell ou placo. On s'aperçoit qu'on baisse le thermostat. Généralement, les maisons isolées en béton de chanvre, elles sont chauffées entre 17 et 19, suivant le confort de chacun. Mais en fait, on est donc sur, voilà, on est sur une efficacité qui fait que, naturellement, en fait, on a besoin de moins de moins chauffer l'air, parce que le mur va être, enfin, pour tout ce qu'on a vu auparavant. Et c'est ce qui se passe dans les pièces dont je vous parle. Et en particulier la pièce dont je vous parle, où la température est grosso modo tout le temps autour de 18 toute l'année, hiver comme été. Donc vous voyez, voilà, les enduits de mortier de chanvre. Alors vous pouvez très bien faire ces mortiers donc en 3 passes, un gobetit, une première passe que vous allez laisser comme ça bien brute, et puis une deuxième passe que vous allez redresser par la suite. Je vois qu'il est 29, donc je vais accélérer. Mais alors, vous pouvez avoir une finition talochée comme ça. C'est ce que j'ai choisi de faire en haut. C'est ce qui va être le plus efficace d'un point de vue confort thermique. Mais vous pouvez très bien finir avec un enduit terre sable, terre chanvre ou chaud sable. Celui qui va être le moins efficace thermiquement, qui va le plus dénaturer un peu les qualités, dégrader un peu les qualités, tout en les laissant quand même très très satisfaisantes, ça va être chaud sable. Donc si vous voulez rester dans le même esprit, c'est la terre et le chanvre donc chaud chanvre ou terre chanvre qui vont être les plus efficaces, ou terre sable.
Petit rappel, hein, c'est vraiment les premiers centimètres qui sont importants. Donc c'est vrai que quand on se dit, bah oui, d'accord, ok, on ramène pas beaucoup de résistance thermique. Ouais, d'accord, mais c'est vrai que si on parle en, en, en perte d'énergie, en perte de calories à travers les murs, c'est vraiment les premiers centimètres qui sont les plus efficaces. Je ne m'attarde pas là-dessus. Voilà. Pour vous montrer un peu une finition chaud chanvre, là donc le béton de chanvre brut, la couche de finition et le cordon d'huile et la couche de finition. Vous voyez là les tableaux, ils ont été traités, la pierre est restée apparente. Bon, on a effectivement là un pont thermique, hein, clairement. Mais vu que le béton de chanvre fonctionne avec cette température de paroi, avec son effusivité, avec la gestion de l'hygrométrie, avec ce phénomène de changement de phase, en plus de la résistance thermique, bah, en fait, quelque part, on va garder du confort malgré ces ponts thermiques qui restent. C'est pas idéal, hein, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Souvent, quand même, on essaie quand même de gérer ce pont thermique. Aussi parce que bah, justement, ici, on peut très bien mettre 2-3 centimètres. La plupart du temps, on peut mettre 2-3 centimètres d'enduit chaud-chanvre, ce qu'on ne peut pas faire avec un isolant classique. 2-3 centimètres d'enduit chaud-chanvre ou alors la fibre de bois compressée. La dalle, je passe rapidement parce que de toute façon, faut que j'aille plus vite. On va utiliser soit sur terre-plein, soit sur plancher d'étage. Je vais m'attarder plutôt sur le terre-plein, sur le plancher d'étage. Le terre-plein, à prendre avec beaucoup de précautions. Attendez de voir ce qui va se passer aussi dans les prochaines règles professionnelles. En fait, tout simplement, bah, bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. En fait, on se retrouve. Alors, on va faire ça sur un hérisson ventilé. On va gérer les problèmes de capillarité. Donc, c'est pas toujours facile sur du bâti ancien. Donc, sur du neuf, on va pouvoir le faire parce que effectivement les murs sont droits, etc. Mais sur du mur ancien, ça va être compliqué. Et en fait, ce qui va se passer tout simplement, c'est quand bien même on a mis un beau hérisson ventilé, quand bien même on a géré l'humidité, quand bien même il n'y a pas de souci au niveau du béton de chanvre. Si vous avez un dégât des eaux, vous avez votre chanvre qui est bloquée à l'intérieur. Et le chanvre, autant il arrive à gérer de l'humidité, autant quand il reste trop longtemps avec beaucoup dans l'eau, bah, il n'aime pas ça du tout. Donc, en plus du fait que par-dessus, vous allez mettre une finition qui est au mieux un parquet que vous allez poser directement, au pire une chape avec de la tomate ou du carrelage, tomate que vous allez un peu imperméabiliser, etc. L'apport du béton de chanvre avec sa température de paroi, sa gestion de l'hygrométrie, le changement d'état, vous allez l'avoir bien moins. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Vous êtes peut-être mieux à utiliser un autre matériau, peut-être faire un autre béton allégé, peut-être mettre d'autres isolants. Voilà. Moi, j'aurais tendance à vous dire là, pour le coup, le béton de chanvre, à prendre avec des pincettes quand c'est en terre-plein. Par contre, en étage, ça peut être une très très belle solution pour reniveler un plancher, pour aller travailler sur l'acoustique, le ragréage, pour ramener de la thermique, de la gestion de l'hygrométrie. Ce phénomène, pour le coup, de changement d'état dont je vous parlais, puisque là le béton de chanvre, il est au cœur même de la maison. Donc, on va voir ce changement d'état qui va très bien fonctionner. Donc, je passe rapidement donc sur cette dalle, puisqu'encore une fois, c'est pas le mieux. Donc là, vous voyez la ventilation du hérisson qui est posée, le hérisson qui est posé par-dessus, et par-dessus le béton de chanvre qui est réalisé. Vous voyez aussi un des autres intérêts du béton de chanvre, c'est qu'on peut avoir une continuité naturelle du produit, euh, continuité naturelle du produit qu'on va retrouver dans le. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est une projection en toiture, donc mise en œuvre par projection. Là, c'est mise en œuvre à la brouette, préparée au malaxeur planétaire, entre autres. Quand il faut qu'on le fasse, on n'a pas de projeteuse, le malaxeur planétaire est quand même
permet de faire des volumes plus importants que la bétonnière. Donc là, vous voyez, une fois que c'est terminé, isolation de toiture. Donc, en fait, avantage du béton de chanvre par rapport à d'autres procédés, pas besoin de frein vapeur, pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment. Pas besoin de caisson, le béton de chanvre ne va pas se tasser. Donc on n'est pas comme sur de la ouate de cellulose, etc., à avoir des endroits qui risquent de pas se tasser. Euh, pas en fait, en gros, à partir du moment où vous avez un fond de coffrage qui peut retenir le béton de chanvre, fond de coffrage qui peut être de l'OSB, qui pourrait être du Fermacell, j'ai tendance à vous le déconseiller parce que ne serait-ce que tout simplement à la mise en œuvre, si vous marchez sur le Fermacell, bah, vous passez au travers. Donc voilà, OSB, c'est un peu fermé, c'est pas idéal non plus. Ça peut très bien être un, un frein vapeur, mais avec une plaque d'OSB qui va être provisoire que vous allez enlever par la suite, pourquoi pas, par exemple. Ça peut être aussi des canisses ou du roseau. J'ai vu passer un projet. D'ailleurs, c'était pas avec du béton de chanvre, mais avec un mélange terre-chanvre, où ils avaient utilisé du roseau en 5 cm d'épaisseur en fond de coffrage. Donc, ça peut être très efficace. Et voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où vous avez un fond de coffrage, un arrêt, en fait, vous faites un petit peu ce que vous voulez au niveau de votre charpente. Donc, ne serait-ce que ça, votre charpentier, il peut faire un peu comme il veut, donc il va vous faire une solution qui va être qui va pouvoir être économique. Donc ça, c'est voilà. Je ne rentre pas dans les détails de la charpente, puisque effectivement, on peut faire beaucoup de charpentes différentes. Donc là, vous voyez ce projet. Alors, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que c'est des logements à l'accession. Et en fait, c'est un petit collectif en région parisienne. Et alors, les murs étaient constitués, si mes souvenirs sont bons, de monomures en 35 cm, 30 ou 35 cm, avec du liège en 8 cm à l'extérieur et de la pierre agrafée encore en façade. Donc, vous voyez, des murs qui étaient quand même très bien isolés. Isolation par extérieur, donc une belle inertie. Et ben malgré tout, les logements qui n'avaient pas été vendus et qui étaient donc non chauffés et les plus confortables, que ce soit en hiver ou que ce soit en été, c'était ceux qui avaient le plus de contact avec l'extérieur, puisque c'était ceux qui étaient sous comble en fait. Voilà. Donc, et donc clairement, là vous voyez que ce phénomène, que ça ne peut s'expliquer que par le phénomène de changement de phase. C'est même pas s'expliquer par l'inertie, puisque quelque part, vous avez de toute façon, comment dire, plus de contact avec l'extérieur. La paroi toiture est plus en contact avec l'extérieur. Donc c'est vraiment le phénomène de changement de phase qui a fait que ces logements étaient plus efficaces. Excusez-moi, j'espère que vous m'avez bien entendu parce que j'ai un peu écarté Oui, mon micro. Benjamin, on t'a Ouais, absolument entendu. d'accord. Tu m'avais demandé d'intervenir. Il est Ouais, 19h39 et il y je a pense que j'ai déjà terminé. 11 questions. Donc, D'accord. Bon, j'ai terminé. Ça, c'est l'habitat groupé qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, des quantités, des volumes assez importants au niveau de la toiture qui peuvent être mis. Donc là, vous voyez, tout ça, en fait, ça avait été fait dans une journée. Donc, derrière, il faut que le couvreur, il, euh, il enchaîne. Je me dépêche. Allez, on va se laisser 2 minutes. Isolation au comble perdu, c'est beaucoup plus, c'est rare, mais ça peut se faire. L'avantage, c'est que ça se tasse pas. Donc, vous pouvez mettre directement par exemple, des planches d'OSB et puis poser des choses dessus. Ça pose pas de problème. Les modes de mise en œuvre, remplissage par déversement. Ça, vous pourrez voir des vidéos hein, sur Internet. Euh, avec des avantages et des inconvénients. Un des inconvénients, c'est le temps de séchage qui est important. Euh, La projection manuelle d'enduit, ça on l'a vu, on en a un petit peu parlé. Temps de séchage important, mais malgré tout, vous voyez, moi je l'ai fait en intérieur chez moi et ça n'a pas posé de problème, il n'y a pas eu de dégradation. Euh, la projection mécanique, quand on peut utiliser, c'est quand même plus efficace. Le gros avantage, c'est que on utilise un peu moins d'eau que
qu'en mise en œuvre manuelle. Et du coup, un peu moins d'eau. Et du coup, il y a presque juste ce qu'il faut comme eau pour la prise de la chaux. Et donc, il n'y a pas autant besoin de séchage. Il y a un délai de séchage qui est bien moins important. Ouais, et puis surtout les cadences, quoi, les cadences qui sont plus grandes. Voilà la projection. Bon, je rentre pas dans le détail de la projection, mais dans les guides, comment est-ce qu'on fait, projection ou coulage. Ça c'est moins souvent, mais certaines machines permettent de le faire, pas toutes. La préfabrication, bon, je vous montre rapidement cette préfabrication. Donc les panneaux qui avaient été préparés chez LB Ecohabitat, avec un parement extérieur en fibre de bois compressé, et puis parement intérieur qui a ensuite été enduit. Voilà. Kania, Quentin vous en parlerait, ou Christophe vous en parlerait mieux que moi. Mais je vais assez vite, de toute façon, j'ai plus le temps. Voilà, je vous ai mis en dernière slide tous les avantages du béton chanvre, une petite synthèse. Et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Alors, je vais essayer d'aller. Merci Benjamin, c'était une merveilleuse intervention. Parfaitement Merci. détaillée et rondement menée. Un grand merci. Non, je suis coupée parce que tu voulais que je te coupe. Bah oui, j'ai 12 minutes de retard, je suis désolé, excusez-moi. Non, pas du tout. Il y a aucun. Sois pas désolé. Il y a d'ailleurs des gens dont j'ai enlevé en fait les interventions là dans l'onglet questions-réponses qui devaient s'éclipser et qui te remerciaient grandement. Je les ai bien évidemment supprimés. Ouais. Il est 19h42, donc on a très questions. peu de temps pour répondre aux questions, sachant qu'on avait donc expert qui est Arnaud au final. Oui. Si tu ouvres l'onglet, qui pose une question. Pour quelles raisons les nouvelles règles pro annoncées depuis ne sortent-elles pas? Parce que il y avait on essaye en fait d'aller le plus loin possible dans ces dans ces nouvelles règles pro, et donc du coup ça veut dire il y a de plus en plus il y a d'autant plus de justifications qui nous sont demandées par l'agence qualité construction, à raison, et du coup effectivement ça prend du temps. Mais voilà, je vais pas, j'ai pas envie de faire de fausses annonces, mais en tout cas, ça devrait plus trop tarder. Et encore une fois, on peut encore, construire en béton de chanvre malgré le fait que ces règles pro ne soient pas encore sorties. Voilà. Mais effectivement, ça a mis du temps, j'en conviens, mais ça va être incessamment sous peu. Super. Euh, Merci, Benjamin. Cathy, tu vois la question de Cathy? Oui, terre chaud. Oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle que de chaux ou de ciment prond, enfin que de liants minéraux, parce que pour les caractéristiques mécaniques et thermiques qui sont attendues pour les bétons de chanvre, aujourd'hui, on arrive à les avoir, à les justifier qu'avec des liants, qu'avec ces liants-là. Parce euh, qu'en fait, il faut avoir des contraintes mécaniques quand même qui permettent au béton de chanvre de se tenir. Et donc, en fait, si euh, la résistance thermique est principalement faite par la quantité de liant. À quantité de liant égale, donc à résistance thermique à peu près égale, vous allez avoir une éprouvette qui va s'écraser beaucoup plus rapidement avec de la terre qu'avec de la chaux. On est en train de travailler dessus. Nul doute qu'un jour il y aura certainement des liants qui permettront de le faire. C'est un sujet c'est un sujet qui intéresse beaucoup ceux qui font du béton de chanvre, mais aujourd'hui, c'est pas possible de les rentrer dans les règles professionnelles. On pourrait pas faire les mêmes ouvrages, on pourrait pas avoir les mêmes règles professionnelles aujourd'hui si on incluait directement le liantaire. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'y intéresser. Ceci étant dit, ne serait-ce que, enfin, vous avez entendu quand même, j'ai parlé régulièrement de terre, ne serait-ce que pour les enduits, les enduits hygrothermiques, les correcteurs thermiques.
on utilise de plus en plus de terre. Beaucoup de gens utilisent de la terre. C'est pas dans les règles pro. Voilà. C'est là, j'ai pris parti de parler des règles pro. C'est pas dans les règles pro, mais ça fonctionne très bien et on peut très bien le faire. Euh, à ce bémol près, c'est que les bétons de chanvre faits avec de l'argile sèchent beaucoup plus lentement. Parce que là, pour le coup, vous mettez à peu près la même quantité d'eau pour la même quantité de liant. Et là où la chaux ou le ciment pron va utiliser cette eau pour faire sa prise, l'argile va pas utiliser cette eau. Donc il va falloir qu'elle sue toute son eau. Donc parmi les problèmes qu'il peut y avoir avec le mélange terre-chanvre, c'est par exemple quand on a des grandes épaisseurs, des grosses épaisseurs, où là on peut avoir des gros problèmes de séchage qui peuvent aller vers des problèmes importants et des sinistres. Donc voilà. Mais pour tout vous dire, moi j'ai autant à l'extérieur, chez moi j'ai mis du chaud chanvre. Hmm. Autant à l'intérieur, j'ai du terre chaud chanvre. J'ai mis aussi, j'ai remplacé une partie de la chaux par de la terre. Mais voilà, c'est à mes risques et périls avec ce que j'ai fait. C'est pas dans les règles et pour les raisons que je vous ai expliquées. Hmm. Quelque part, ça rejoint un peu la question de Simon, et tu y as peut-être répondu. Pourquoi c'est en application sur les murs que le dosage en liant est le plus fort? Alors oui, c'est pas sur les murs qu'il est plus fort parce que alors en fait il y a deux dosages pour les murs. Il y a le dosage pour les mortiers où là c'est manuel parce qu'en fait pour arriver à claquer sur le mur, pour arriver à le faire tenir sur le mur. Le mortier, il faut avoir un mortier, donc quelque chose de très chargé en chaud, en liant. Si vous êtes en projection, le mélange que vous allez utiliser, c'est le même mélange en doublage que le mélange mûr. Donc c'est un mélange qui est autoportant. Donc pour qu'il soit autoportant, il faut quand même qu'il soit suffisamment lié, qu'il y ait suffisamment de liant pour bien enrober. Voilà. Quand vous êtes en sol, vous êtes encore un peu plus dosé par contre. Et quand vous êtes en toiture, la seule nécessité, c'est que la paille soit enrobée pour éviter certains parasites comme le pouls du livre. Voilà. Il y en a qui utilisent la paille pas enrobée, qui n'ont jamais eu de problème avec le pouls du livre. Il y en a d'autres qui ont mis la paille pas enrobée, qui ont eu des problèmes avec le pouls du livre. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que nous on dit il faut enrober la chaîne vote pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Hmm. Merci. Merci, Benjamin. Pour nous, les dosages à respecter pour les différentes utilisations, doublage, toiture, oui, vous les avez dans les règles professionnelles, les dosages minimums. Alors, les masses volumiques, fourchettes de masse volumique, et pour les différentes utilisations, vous pouvez les avoir aussi en allant télécharger les fiches produits des fabricants de liants. Fabricants de liants, alors les couples liants, les couples liants chanvre, les couples qui sont validés, vous pouvez trouver ces couples validés à l'onglet documentation sur la page, sur le site internet de Construire en chanvre. Vous verrez ces liants. Vous verrez que des liants sont validés pour un domaine d'application. Donc il y a certains liants qui sont des couples qui sont validés pour, par exemple, pour juste les mortiers, d'autres qui sont validés pour les mortiers et les murs, et d'autres qui sont validés pour toutes les applications. Et là, du coup, quand vous avez ça, vous allez voir quels sont les fabricants. Vous allez sur leur site internet, vous verrez, ils ont tous à disposition leur dosage avec les liants que vous utilisez, à quel dosage et les caractéristiques thermiques, entre autres, avec ne serait-ce que les lambdas si vous gardez ça. Voilà. Merci, D'accord, Benjamin. Et ok. Arnaud nous donne une information. Effectivement, un projet récent qui peut être regardé, recyclerie d'IBOS par agence Ouais, c'est vrai que là, le animale. projet que je vous ai présenté date un petit peu. Effectivement, il y a de plus en plus de projets qui sortent.
Quelle est la différence entre application mur et enduit? Eh bien, en fait, une différence de dosage. L'application enduite, en fait, c'est un dosage, vous mettez. Alors, l'unité de mesure, nous, c'est le ballot de chez Vote. Le ballot de chez Vote, il fait 200 litres. En dosage mûr, vous allez mettre 4 à 5 sacs de chaux, de liant, ou donc de l'équivalent de terre, pour un ballot de chanvre. En dosage mûr, vous avez que 2 sacs. Donc vous avez deux fois et demi moins de liant en dosage mûr. Mais ce dosage mûr, vous n'arriverez pas à le faire tenir à la main. Il y en a qui le font. Moi, je sais que c'est compliqué de le faire accrocher au mur. Il faut avoir 12 centimètres minimum. Enfin, c'est vraiment pas évident d'arriver à faire tenir ce mélange mur en doublage. Un Merci, Benjamin. ratio au mètre carré proposé pour une épaisseur d'environ 30 centimètres. Auriez-vous Alors, un un béton ratio de au mètre chantier. carré, oui, à nous proposer? Un ratio au Un prix? béton de Ratio de chambre. prix? Non, je refuse de donner un ratio de prix. Voilà, Flavia, j'ai si vous voulez répondu à la reposer votre question. question différemment, vous pouvez la poser. Non, mais ça dépend de tellement de choses. Il faut faire la formation. Faut faire la formation Voilà. avec nous et on vous donnera les prix. Vous verrez, ça sera tout à la fin et avec avec plus des outils pour arriver à calculer Ouais, l'ordre de prix. le coût global, quoi, en fait. Voilà. Le coût global, ouais. Voilà. Euh, Cathy, je pense, intervenait par rapport à une de tes interventions à un moment particulier. Pas pour le moment, par rapport, tout allait bien jusque-là. d'accord. Ah oui, Bon, je pense que c'est je quand. pense que là, il n'y a D'accord. pas de question, Ok. a priori. D'accord, merci. Ok. Arnaud nous remercie, expert Arnaud remercie pour la proposition et comme tu peux le constater, souhaite avoir tes coordonnées dans le cadre d'une collaboration future. Eh ben, elles sont sur le PowerPoint et puis Exactement, sur le PDF et puis après dans le sud il y a aussi Daniel Bayol intervenir, qui est maître d'œuvre et qui va intervenir tout à fait. euh, voilà, qui est plus du côté région PACA, enfin Ouais, région plus oui, oui, vraiment, plus. vraiment à l'est. Euh, Sabrina, existe-t-il un référencement d'entreprise ayant réalisé la formation béton de chambre? Eh bien, vous pouvez, alors il y a un annuaire c'est en cours. On y travaille. Après, vous avez l'annuaire des adhérents à construire en chambre sur le site de construire en chambre. Hmm, Voilà. Après, une bonne solution pour trouver un applicateur, c'est d'appeler les fournisseurs de matériaux. merci Benjamin. Voilà. Spectateur anonyme est encore une fois avec nous ce soir. Il te remercie bien évidemment pour cette présentation. Et pourriez-vous nous faire parvenir L'attestation, l'attestation de c'est pour vous, ça. formation? Oui, Ça, c'est c'est pour pour nous. vous. Ça ne nous concerne pas. Ouais, ouais. Ouais. Ok, pardon. Cette formation express ne vaut pas. Non, attestation de formation auprès de Benjamin et de son entreprise, c'est sûr. Voilà, ne vaut pas pour construire en chambre et pour aller Non, voir tout à votre fait. assureur. Alors Boris, bonjour, est-il possible d'intégrer un système de chauffage dans un mur ou une dalle en béton en chambre? Et il te remercie. Alors, vous pouvez le mettre sur la dalle de béton de chambre. En fait, le béton de chambre va servir d'isolant. Et ensuite, par-dessus, bah, vous allez mettre votre serpentin sur la dalle béton de chambre. Il faut arriver à trouver le chauffagiste qui acceptera de le faire parce que là, il est hors DTU, puisque évidemment, Ah oui. le béton de chambre n'est pas du polyuréthane, le truc qui va bien pour le DTU. Voilà. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Et après, bah, vous faites une chape anhydrite. Système de chauffage dans un mur sur du béton de chambre, oui, oui, voilà. Encore une fois. As-tu une idée des prix? Par exemple, en enduit, remplissage, plan bois. Non, C'était. on va dire. Non, s'il y a encore une troisième fois la question, je finirai peut-être avec ça, mais non, mais c'est pas. Non, on va dire que pour des enduits, ça va de 70 à 100 euros. Pour du remplissage, ça va de 120 à 200 euros. Mais vous voyez, c'est des grosses fourchettes et puis ça dépend de tellement de choses que il faut plus. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de se dire que
mais ça, tous les professionnels qui m'écoutent le savent. Plus la conception va être chiadée, va être pertinente, plus le chantier va être économe. Donc je vous conseillerais qu'une seule chose, c'est de vous former au béton de chanvre ou de travailler donc si vous êtes architecte formé au béton de chanvre ou travailler avec des bureaux d'études qui ont été formés et inversement si vous êtes bureau d'études, bien vous renseigner et puis bien vous former aussi pour arriver à effectivement optimiser. Parce que Merci. l'optimisation, elle est partout, Oui. elle est sur la charpente, elle est sur les tableaux, elle est sur les épaisseurs, elle est voilà, sur tellement de choses que. Tout à fait. Calcul du cycle de vie des bâtiments et tout. Oui. Allez, hop, je supprime la question. Bah oui, Franck, on devait Ah nous non, quitter. absolument pas d'isolation supplémentaire pour laine de bois pour le traitement des rampants en toiture. Non, 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 il n'y a pas de contrainte non, ni non, même besoin on met d'isolant supplémentaire. Ouais. 40 cm d'épaisseur. Après, on peut être embêté au niveau au niveau de la résistance si on, voilà, mais la résistance thermique. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on connaît, une fois qu'on connaît les qualités de ce matériau et qu'on sait que, encore une fois, qu'il est meilleur dans la réalité que sur le papier, qu'on va avoir des meilleurs résultats sur la réalité que sur le papier, on va les optimiser, quoi. Je vous parlais du projet tout à l'heure qu'on a vu plusieurs fois. Voilà, des murs de 28 cm d'épaisseur. 28 cm avec un lambda de 0,07, c'est pas beaucoup, quoi. Voilà. Et en toiture, on devait être à 30 cm avec un lambda de 0,06. Bon, ben, n'empêche que le bureau d'études, il a réussi. Il a réussi à faire passer ça dans les clous. Les clous, effectivement, ça va être arriver à optimiser au maximum pour, euh, pour rentrer dans la réglementation. Mais d'un point de vue efficacité pure et dure, non, il n'y a pas besoin d'avoir un complément d'isolation, que ce soit sur les murs ou que ce soit en toiture. Merci Benjamin. Oui, vous aurez l'enregistrement, Pauline, sachant que vous avez vu, vous avez remarqué toutes et tous, il y a eu un souci au niveau de l'enregistrement, donc il y aura une coupure à un moment donné. Et j'espère pouvoir récupérer la première partie de la web conférence. J'espère que vous pourrez la mettre en lecture 1,25 parce que je me rends compte que je parle super vite là, je m'entends parler. Non, on la laissera Après. telle qu'elle est, c'était parfait. Benjamin. Cyriac te remercie. Et puis, je pense que là, au regard des horaires, voilà, en fait, il n'y a plus tellement de questions. Voilà, des Merci coupures au Raphaël, niveau du merci Sabrina. son. Ouais. Cathy, je vous ai répondu et moi, j'avais pas de problème de son, donc je m'en suis pas rendu compte. Effectivement, donc en fait, tu n'as que des remerciements, Okay. Benjamin, et des gens qui doivent nous quitter. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette webconférence. Benjamin, je te remercie grandement parce que c'est une intervention d'une grande qualité. Et par ailleurs, effectivement, ton confrère intervient à propos du béton en chambre, mais lui va prolonger l'intervention par rapport à des retours d'expérience. Et donc, c'est une autre façon d'envisager la thématique. D'accord. Un salut à Sylvain Gabion que je vois dans l'assistance. Ah, tu le connais? Oui. Bon, bah, c'est super, c'est merveilleux. Eh bien, écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Benjamin Leroux, je te remercie encore à nouveau. Merci Je à vais vous. remonter ce replay avec donc 2 temps en essayant de récupérer la première partie. Et là, je peux avoir quelques doutes, j'avoue, quoi. À plus tard et bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.